Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur Leadershift. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claudine Morier. Salut Claudine. Salut Vincent. On va parler d'analyse d'impact, mais avant ça, bien sûr, Claudine, est-ce que tu peux te présenter ? Avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je suis consultante indépendante, spécialiste en évaluation de politique publique. J'ai une dizaine d'années d'expérience dans différents milieux, donc dans des bureaux d'études privés en Suisse et puis au Contrôle fédéral des finances, qui est donc l'institution suprême de contrôle de surveillance de la Confédération. Et donc, je travaillais dans l'équipe d'évaluation et puis le reste de mes collègues étaient auditeurs. Donc, c'était différentes méthodes pour remplir une même mission, on va dire. Et puis, je suis diplômée en sciences politiques et administration publique. Donc ça, c'est mon parcours jusqu'à maintenant et ça fait donc à peu près une année que je suis consultante indépendante. Et en novembre de l'année passée, j'ai cofondé une entreprise avec ma partenaire de travail en Suisse, donc Pascal Emmer. Cette entreprise s'appelle Laoulia. C'est un petit jeu de mots que je vous expliquerai après. Donc nous accompagnons les collectivités publiques locales dans la conception, l'analyse, l'accompagnement et l'évaluation de projets territoriaux. Et donc vraiment, on a à cœur, nos préoccupations, c'est vraiment le bien-être des utilisateurs et des utilisatrices à un niveau local. Donc un village, une petite ville, un quartier. Et bien sûr, on est aussi très attentive à soutenir des projets qui correspondent aux objectifs du développement durable. On va pas s'engager pour n'importe quel projet. Il faut ça corresponde à nos valeurs. D'accord. Et autre chose encore, donc on est aussi très favorable à l'utilisation de méthodes participatives parce que c'est important pour nous en fait d'impliquer les parties prenantes, donc les personnes, les acteurs concernés et puis les personnes qui ont bénéficié des projets qui sont mis en œuvre aussi. Donc ça fait aussi partie d'un des éléments descriptifs de Laoulia qui est important. Et alors c'est intéressant parce que c'est quand on a préparé cet épisode. Cette histoire de méthode participative, évidemment, c'est des choses que moi, en tant que consultant, j'utilise aussi. Et il me semble que c'est un peu dans l'air du temps. Hein. Il y a les Citizens Assemblies, il y a des méthodes participatives dans le domaine public, il y en a aussi en entreprise qui commencent à arriver. J'ai l'impression que on se rend compte de plus en plus que d'impliquer les gens, c'est quand même pas une mauvaise idée, surtout s'ils sont utilisateurs ou bénéficiaires des dits services. Ouais, c'est fou parce que ça paraît aller de soi, mais en fait pas du tout quoi. Avec les décennies précédentes, c'est vrai qu'on avait vu d'autres modèles beaucoup plus descendants. Donc vraiment, c'était les gouvernements, les collectivités publiques ou les chefs d'entreprise, si on parle à un autre niveau, qui décidaient et puis les autres personnes doivent simplement accepter et suivre ce qui est décidé. Et on a vu que ça marchait pas. Peut-être qu'on pourrait dire même qu'en France, on voit que ça finit dans la rue quand on n'implique pas les personnes concernées. Donc c'est vraiment important. Et puis c'est vrai. Donc moi je viens vraiment de l'évaluation des politiques publiques. Et là aussi c'est une discipline qui essaye de plus en plus aussi d'intégrer ces méthodes parce que ça permet. Donc on va pas que demander l'avis à la fin une fois qu'on a mis en place un projet, mais on essaie vraiment d'impliquer les personnes concernées dans la conception, déjà dans le diagnostic des besoins. Quels sont les besoins, pourquoi est-ce qu'on veut mettre en œuvre un projet, comment est-ce qu'on va le faire, et puis après aussi pour vérifier que ça a bien été mis en place correctement et que ça apporte ses fruits. Donc ça c'est une partie de ton activité avec Laoulia. Et puis tu veux présenter un deuxième volet de ton activité indépendante? Oui, tout à fait, parce que donc je fais plein de choses en parallèle. Donc Laoulia c'est une partie, et puis je reste aussi disponible à côté en fait pour mener d'autres projets d'études avec des bureaux d'études partenaires, et puis aussi en fait j'ai à cœur de pouvoir apporter mon expertise au monde de l'entreprise. Parce que j'ai remarqué comme pas mal de gens, donc il y a quand même beaucoup de greenwashing, de social washing. Donc tout ça, c'est le fait de prétendre avoir une action sans démontrer derrière qu'en fait que réellement l'action d'une entreprise, d'une organisation, d'un État a réellement l'effet prétendu. Et donc je m'intéresse vraiment à comment
comment faire pour analyser les impacts des entreprises et d'autres organisations d'ailleurs, parce que voilà, comme je disais, ça suffit pas de simplement dire qu'on a un effet, il faut pouvoir le démontrer. Il y a des méthodes qui existent pour cela. Elles sont, c'est vrai, plutôt connues dans d'autres domaines, et j'aimerais pouvoir en fait faire le pont entre peut-être le domaine public et l'amener dans le domaine privé. En fait, c'est un peu ça. Et c'est vrai que quand tu m'en as parlé, moi j'ai trouvé ça super intéressant parce que souvent c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est le public à qui on dit mais vous devriez regarder du côté du privé, les méthodes de management en particulier. Et c'est vrai que, enfin moi je connais pas, je suis pas un spécialiste du public, mais je trouve intéressant que le public puisse dire au privé. Mais nous aussi on a des méthodes qui marchent bien. Typiquement l'analyse d'impact, peut-être que vous pourriez aussi l'utiliser ou les utiliser à des fins, voilà, de vérification, d'analyse, d'audit, etc. Donc je trouve ça très très intéressant. Alors analyse d'impact, on imagine qu'il y a quelque chose de l'ordre de mais quel est l'impact de ce que je fais vraiment. Pourquoi est-ce qu'une entreprise pourrait se dire mais j'ai besoin de faire une analyse d'impact? Qu'est-ce qui pourrait l'amener à faire cette démarche? Différents aspects. Je dirais que le plus évident, ce serait de vouloir se démarquer de ses concurrents, parce que c'est facile de dire que voilà, je vends des t-shirts faits à partir de coton bio, donc je suis éco-responsable. Il y a plein d'entreprises qui peuvent prétendre ça, mais si une entreprise veut vraiment se démarquer dans sa communication, elle aurait intérêt en fait à pouvoir montrer chiffres à l'appui qu'elle a un effet positif. Donc ça, je dirais que ce serait un côté proactif, et puis l'autre côté, ce serait suite à la demande des clients ou d'autres partenaires, peut-être des investisseurs, un conseil d'administration qui pourrait pousser dans cette direction-là, je dirais. Donc oui, donc alors c'est une forme de preuve que je vais amener moi en tant qu'entreprise, mais c'est vrai que j'avais pas pensé au fait qu'elle pouvait être sollicitée par une collectivité publique. On peut imaginer une entreprise qui est sise dans un village ou une ville, et puis la ville pourrait demander à l'entreprise mais faites une analyse d'impact pour nous prouver effectivement que, ou pour prouver je sais pas à nos habitants ou au quartier dans lequel vous êtes installé, que par exemple il y a bien aucun impact sur l'environnement. Donc on pourrait imaginer une analyse d'impact de l'entreprise à ce niveau-là. Alors, quand j'ai mentionné le conseil d'administration, je pensais plutôt au sein de l'entreprise elle-même. On pourrait imaginer aussi. Mais oui, alors le cas que tu décris, ça me fait plutôt penser aux entreprises sociales qui souvent, en fait, ont aussi besoin de soutien public. Et dans ce cas-là, il y a effectivement des exigences qui sont posées pour démontrer que l'entreprise est effectivement sociale. Donc ça veut dire qu'elle va s'investir aussi pour ses employés, pour la communauté locale, etc. Donc, je dirais quand il y a une interrelation publique-privée avec une dépendance financière comme ça, c'est assez évident que la collectivité publique pourra demander des comptes. Si c'est une entreprise privée à 100%, c'est un peu plus compliqué, j'ai l'impression. Mais tu vois, c'est marrant parce que tu dis ça, moi tout de suite je me dis bon, alors effectivement, les entreprises, genre les fondations, les entreprises sociales, oui, il faut prouver que, machin, très bien. Bon, les entreprises dans le domaine écologique, on va leur demander de produire un certain nombre de. Mais les autres, en fait, c'est juste, d'écouter, fournissez quelques emplois, mais le reste c'est bon, quoi. et je me demande si il n'y a pas un défaut de responsabilité. Je vais pas dire la collectivité publique, mais de demander des comptes. J'ai l'impression qu'on les entreprises, vous payez des impôts, et puis vous fournissez des emplois dans la région, ça suffit, on n'a pas besoin de demander autre chose. C'est-à-dire que les entreprises doivent aussi se conformer aux réglementations en vigueur. Donc, il y a des réglementations sur la protection de l'environnement, donc l'air, les sols, le bruit, etc. Donc, elles se conforment déjà à tout ça. En Suisse, je crois que la situation est pas trop mal comparée à d'autres pays. Okay. Donc, je serais pas aussi radicale en fait que ce que tu dis. Mais c'est-à-dire que dans notre système libéral, l'État intervient le minimum possible, et donc ça veut dire que les impulsions doivent venir d'une autre direction. Et là, je pense que c'est vraiment la responsabilité des clients et clientes, en fait, de pousser pour un changement. Et ça fait partie de ça, de donner des comptes aux entreprises. Oui, donc ça, c'est cette idée de, comment on appelle ça, de consommateur citoyen, où il y a ce genre d'idée où nous, on doit, par notre action, que ça soit directement ou manifestation ou réseaux sociaux, mettre pression sur. C'est un exemple trivial que je vais donner, mais tu as entendu parler de cet effort de Super League, où les clubs les plus riches d'Europe sont mis ensemble pour faire une espèce de ligue à part.
Et les premiers à s'en retirer sont été les cycles anglais, 24 heures plus tard, parce qu'il y a eu une telle fronde des supporters, qui seraient les citoyens dans ce cas-là, en disant c'est dégueulasse, on veut absolument pas, ils sont retirés quasiment immédiatement. Donc, ils ont écouté leur base et se dire ah ben non, on peut pas continuer là-dedans. Et en fait, c'est ça qui a démoli complètement l'édifice. Donc, ce serait un exemple alors citoyen, c'est beaucoup dire, mais en tout cas de consommateurs ou consommateurs citoyens qui se sont mis ensemble pour dire c'est insatisfaisant, donc faisons quelque chose. C'est ça. D'accord. Après, tu prends un exemple du foot, c'est pas ma force. Non, mais moi non plus, mais je comprends bien. Ouais. Alors, imaginons, moi je suis l'entreprise Coapta SARL à Courgemont, et puis je me dis ah ouais non mais moi je dis plein de trucs sur ma boîte. Je dis que je suis socialement responsable, je dis que je suis éco machin bidule, mais bon, il faut absolument que je puisse montrer ça et puis que je puisse le prouver. Comment ça se passe? Alors, il y a différentes méthodes qui vont nous aider à faire une analyse d'impact. Je dirais que le point de départ, c'est de vraiment avoir une idée claire en fait de la chaîne d'action. Donc, moi, en tant que consultante, je pourrais amener cette méthode en fait de dessiner un modèle d'impact. Et avec ce modèle d'impact, on va le faire ensemble. Moi, je peux pas le faire parce que je connais pas ton entreprise dans tous les détails. Si tu avais des employés, on impliquerait aussi les employés et voire même d'autres parties prenantes, des partenaires ou autres. Et donc l'idée, c'est vraiment de bien comprendre quel est l'objectif de départ. Qu'est-ce qu'on veut faire avec l'entreprise. Est-ce qu'on veut produire un produit, offrir un service, ou dans le cas d'entreprises sociales, on veut même avoir un impact sur la société plus loin. Donc quel est l'objectif? Quelles ressources on a à disposition? Quel processus on va mettre en œuvre pour mettre tout ça sur pied. Et après, donc on arrive au niveau des outputs. Donc là, c'est la réalisation immédiate. C'est le fait de produire le produit voulu, offrir le service. Et souvent, en fait, les entreprises qui communiquent sur à quel point elles sont responsables s'arrêtent à ce niveau-là. Et donc, je finis l'explication du modèle d'impact. Après, on reviendra sur la chose. En fait, il y a encore, quand on parle d'impact, en fait, ça va plus loin que ça. On était au niveau des outputs, donc les réalisations immédiates. Après, il y a le niveau outcome, donc c'est les effets sur les bénéficiaires. Donc, ce serait faudrait qu'on prenne un exemple. Écoute, on peut prendre, je sais pas, une entreprise, parce que la mienne est trop compliquée, enfin, parce que moi je suis tout petit, voilà, ça vaut pas la peine, mais on peut prendre, je sais pas, une entreprise horlogère, par exemple, ou un sous-traitant horloger qui fait des pièces pour l'horlogerie de luxe, par exemple. Qu'est-ce qu'ils feraient, eux, comme l'outcome, c'est vis-à-vis de leurs clients à eux, alors c'est ça l'idée? C'est une bonne question. Ouais. Parce que c'est vrai que je connais mieux les exemples du domaine public, où par exemple, tu vois, si tu prends un fonds d'investissement social ou responsable, dont le but c'est de vraiment offrir de mettre à disposition des crédits à des gens, à des acteurs qui n'ont pas accès normalement. Par exemple, donc, quand ils offrent du microcrédit à des petits paysans au Nicaragua, et ben eux, ce fonds d'investissement, il va communiquer. Cette année, on a offert des crédits à 18 000 paysans au Nicaragua. Super, c'est bien. Mais ça sert à quoi au final? Si on prend une étape plus loin, leur objectif, c'est en fait d'offrir une autonomie financière à ces personnes, donc qu'elles puissent vraiment développer un business et pour faire fructifier leur affaire et améliorer leurs conditions de vie. Ça, ce serait le niveau outcome, effet sur les bénéficiaires. Et après, il y a encore un autre effet qui est plus indirect, plus diffus, qui a un impact sur la société. Donc ça, c'est le niveau impact. Et on pourrait imaginer que juste à force de mettre en œuvre ce type d'action, y ait une amélioration du bien-être national, par exemple. D'accord. Voilà. Donc il y a vraiment cette chaîne de causalité, et bien sûr il faut prendre en compte le fait qu'il y a des facteurs extérieurs, exogènes, qui viennent influencer tout ça. C'est jamais linéaire, c'est très schématique, et en fait il faut réussir à prendre en compte en fait les autres organisations, autres personnes qui interviennent dans cette chaîne-là et qui font que ça peut soit favoriser, soit empêcher l'effet attendu. Donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que pour une entreprise, l'outcome, en fait, c'est l'impact sur la chaîne de création de valeur en aval. Ça veut dire que c'est le client qui achète mes produits, lui, qu'est-ce qu'il peut en faire ou comment est-ce qu'il peut faire? Est-ce que, par exemple, pour imaginer, je livre des produits de mauvaise qualité,
ça provoque des rebuts chez mon client. Donc, je suis responsable de l'outcome, de cet outcome-là, chez mon client. Donc là, il y aurait un travail peut-être à faire, etc. Alors que ce qui est peut-être pareil, c'est l'impact plus global sur la société, sur la communauté, la ville dans laquelle je suis, sur les gens que je paye ou pas, ou bien ou pas, que je forme ou pas, etc. Sur les déchets, produits, voilà, etc. Exactement. Ouais, D'accord. Bah super, merci d'apporter ton point de vue de l'entreprise. C'est vrai que ça aide bien. Donc, c'est une analyse, donc c'est vraiment c'est un travail de consultant, c'est un travail d'analyse, recherche de données, interprétation, etc. Exactement. Donc ça, c'était le point de départ. Je pense que c'est vraiment la plus-value là de ma casquette évaluation de politique publique. C'est vraiment cette vision-là. Et après, c'est les méthodes effectivement, soit de collecte de données existantes, soit de produire des nouvelles données s'il n'y a pas celles dont on a besoin. Et ça peut se faire par différents biais, mais c'est typiquement les méthodes des sciences sociales, donc par le biais d'entretiens avec les personnes concernées, les partenaires, les régulateurs peut-être, le fait de faire des enquêtes aussi à plus large échelle. Après, il faut adapter tout ça au niveau de l'entreprise. Il faut voir, on peut faire beaucoup ou peu, mais c'est des méthodes qui existent. Et aussi, une fois qu'on a ces données, en fait, les analyser, en essayant justement de prendre en compte vraiment une vision globale et pas juste en silo, juste ma petite entreprise ou mon organisation, mais vraiment quelles sont les interrelations avec les autres acteurs autour. Alors, du coup, j'ai une question parce que tu as dit que effectivement, il y a des méthodes participatives pour faire participer par exemple les riverains dans un projet de quartier. Dans la collecte, j'imagine, des données, parce qu'ils vont pouvoir, eux, fournir de la donnée, du témoignage, etc., parler de leur expérience. Est-ce que dans l'analyse des données, à un moment donné, c'est redonner à ce public-là, à ces gens-là, pour qu'ils puissent eux aussi amener leur analyse des données qu'ils ont produites eux-mêmes? Est-ce que ça se fait, ça? C'est pas la majorité des évaluations qui se font de cette manière-là. Ça se fait de plus en plus dans le domaine de la coopération internationale. Là, c'est vraiment demandé aussi de plus en plus. Et oui, ça, c'est une vraie méthode participative où, en fait, l'interprétation des résultats se fait avec les parties concernées, effectivement. Et c'est marrant parce que nous, en développement organisationnel, c'est ce qu'on fait avec, par exemple, une entreprise qui dit « je veux redéfinir ma raison d'être ». On va produire de la donnée pendant, je sais pas, une demi-journée, par exemple. Alors, entretien, workshop, post-it, machin. Mais souvent, le problème, c'est qu'après, ça s'arrête. Le consultant, il va, puis il fait son analyse. Puis ça, je crois que c'est quelque chose qui est en train de changer. Et du coup, là, on redonne l'info qu'on a collectée au même public, ou peut-être à un public qu'on ajoute dans d'autres personnes, pour qu'ils puissent eux-mêmes analyser les données, trouver le sens dans ces données-là, voire même, évidemment, après, par la suite, proposer les plans d'action. Et ce qu'on a remarqué, du coup, c'est que ça motive les gens à s'impliquer dans les projets de changement, plus que si on dit, alors bon, on a fait venir Musolino et Morier, ils nous ont fait une analyse, et puis maintenant, voilà, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Puis là, on sait que ces projets de changement-là, ils sont pourris à la base, parce que les gens sont pas impliqués dans la construction, l'analyse, la compréhension de ce qui se passe, quoi. Honnêtement, c'est une des raisons qui a fait que je me suis mise aussi à mon compte, c'est que ayant travaillé dans une structure de contrôle, on imposait en fait les évaluations, c'est-à-dire qu'on ne demandait pas l'avis aux évalués quand on allait dans les administrations pour vérifier que tout était bien fait. Et ça, à mon avis, ça diminuait quand même beaucoup l'impact potentiel de nos propres évaluations, parce que justement, il faut que les résultats soient il faut que les personnes concernées s'approprient les résultats pour les utiliser ensuite et que ça apporte un vrai changement. Et justement, en tant que consultant, j'ai l'impression qu'il y a plus de liberté. Enfin, je me sens plus libre dans les méthodes que je peux proposer. Moi, ça me rappelle les contrôles. Tu sais, quand dans des entreprises, tu as les auditeurs qui viennent de chez PwC ou je sais pas quoi. Alors, tu les mets dans une salle bien loin de tout le monde pour qu'ils puissent surtout parler à personne. Tu leur donnes tous les classeurs dont ils ont besoin, mais en fait, il n'y a pas forcément tout dedans. Enfin, non, c'est pas ça qui se passe, mais tu vois cette espèce de peur de l'évaluation qui va peut-être dire des choses sur l'entreprise, mais qu'en fait, on sait très bien. Puis peut-être que si on avait une discussion plus participative avec l'auditeur, ce serait peut-être plus constructif pour nous après en interne, enfin interne de l'entreprise, pour dire il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on se mette un peu à travailler là-dessus, quoi. Bon, l'auditeur, il a en plus cette double casquette un peu délicate, je trouve, qui est à la fois vraiment le contrôleur, qui doit vraiment attester que tout est fait selon une certaine rigueur,
Et en même temps, ils font aussi du consulting, enfin les entreprises là, que tu mentionnes. Donc je trouve que c'est pas facile de trouver la limite entre les deux. Non, et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de scandales financiers ces derniers temps où le réviseur était jusqu'au cou dans les projets qu'il avait lui-même validés parce que comme il contrôle les comptes, enfin donc ça c'est vrai que c'est pas très propre. Alors ça c'est des questions de bonne pratique de base, je dirais. On dit qu'il faut pas faire ça. Ouais. C'est vrai. Ouais. Alors on fait l'entreprise dit ah ben oui, faisons une analyse d'impact, on applique une série de méthodes. Au niveau des résultats, à quoi est-ce que ça ressemble? Alors à des estimations plus ou moins précises de l'impact, je dirais. La première étape, elle sera assez précise, mais après, dès qu'on parle d'impact sur la société, là, c'est vraiment juste des estimations. Mais au moins, ça permet de les mentionner et de les avoir en tête, donc c'est important. Mais disons sur l'outcome, donc une entreprise qui commercialise des boissons et qui décide d'utiliser que des bouteilles en PET recyclées ou de se fournir de matières premières locales, va pouvoir dire après une analyse d'impact, grâce à ces différentes mesures mises en place, on a pu éviter d'émettre 1000 tonnes de CO2 cette année, par exemple. D'accord. Donc ça, c'est assez précis. Ouais. Après, il y a des choses un peu plus qui sont plus complexes à calculer. Donc, j'avais vu un exemple en Afrique d'une entrepreneuse qui avait produit des fours à bois plus économes en énergie. Qui permettent de réduire de moitié l'utilisation de matières premières, donc de bois, donc dans un pays où tout ce qui est cuisine est fait encore au bois. Et donc le fait de réduire de moitié l'utilisation de matières premières, ça permet une économie financière pour les utilisateurs et utilisatrices. Ça permet de ralentir la déforestation. Et puis ça réduisait aussi les risques sanitaires parce que les fours à bois traditionnels émettaient beaucoup plus de fumée en fait que les fours à bois de nouvelle génération. Donc là, tu vois, on pourrait aussi chiffrer, et puis même sans chiffrer, c'est déjà intéressant de voir tous les effets positifs que ça peut amener. Donc voilà, ça peut être, je dirais, on peut être dans le qualitatif ou le quantitatif. Ouais. Dans l'idéal, donc j'imagine bien qu'effectivement, plus on est loin de l'entreprise, plus c'est difficile à calculer. Mais je pense que la prise de conscience de l'impact, même s'il n'est pas quantitatif complètement, mais même que qualitatif, je pense qu'il y a beaucoup de patrons qui mesurent pas forcément l'impact qu'ils ont. Et d'ailleurs, en parenthèse, c'est intéressant parce que l'impact, il peut aller dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est pas un audit, c'est vraiment, vous avez un bon impact en fait. Peut-être qu'il y a même des entrepreneurs qui imaginent qu'ils auront un impact négatif sur l'environnement, mais le bilan total, finalement, il n'est peut-être pas si négatif que ça parce qu'ils ont mis en place d'autres actions. Donc ça, en fait, du coup, les départements public relations, ça doit être un peu des prescripteurs pour toi, non? Parce qu'eux, ils ont intérêt à fournir du bon matériau pour dire que leur boîte fait bien leur job, quoi. Je suis étonnée en fait que ça se fasse pas plus que ça, parce que justement, à mon avis, c'est vraiment un matériel de communication idéal. Alors après, voilà, il faut voir aussi, il y a des choses qui sont dans le monde de l'entreprise, le CSA, non, Corporate Social Responsibility, donc typiquement, voilà, c'est des choses qui sont déjà là depuis des années. Les entreprises essayent aussi de se responsabiliser et de communiquer sur ce qu'elles font. Mais à mon avis, je connais pas très bien. Il faudra encore que j'étudie un peu plus ce côté-là. Mais il me semble qu'il me manque le côté vraiment mesure et transparence de ce qui est fait et de quel effet est-ce que ça a. Et donc, trop de facilité à, comme tu l'as dit au début, faire du social washing ou du greenwashing. On parle aussi maintenant même de CSR washing, hein, donc CSR, ce que tu disais avant, corporate social responsibility. Donc, c'est vrai que si, quelque part, j'ai pas besoin de prouver ce que je dis, la tentation, parce que la pression est forte. Donc, la tentation va être forte. Donc, peut-être que je vais mettre des choses dans mon rapport annuel ou, je peux l'écrire. Le conseil d'administration sera content qu'on l'ait écrit, mais est-ce que je sais vraiment l'impact que j'ai? Et c'est là où toi tu peux dire, écoutez, moi je viens à vous le mesurer, et puis comme ça vous pouvez même mettre quelque chose de quantitatif potentiellement, et quelque part je peux avoir la conscience tranquille d'avoir fait mon travail, quoi. Oui, c'est ça, oui. Et je pense qu'il y a plein de chefs d'entreprise qui ont des valeurs aussi de responsabilité sociale et environnementale et qui seraient en fait contents de pouvoir démontrer qu'effectivement ils ont un impact positif. Simplement, il me semble qu'elles n'ont pas forcément conscience en fait que ces outils existent. Tu vois, ce que tu dis me fait penser à un autre cas. Moi, j'ai pas mal de clients où
on prend le vieux râleur de 55 ans. C'est un peu le stéréotype, tu vois. Ça fait le gars, ça fait 25 ans qu'il est dans la boîte. Et puis, il fait un job, mais tu vois, il performe pas bien, les résultats sont pas vraiment bons, il râle tout le temps, il met un peu de mauvaise ambiance, c'est pas un mauvais bougre, mais bon, bref. Et puis, beaucoup de mes clients disent, mais en fait, on les licencie pas, ces gens, parce que on sait qu'ils retrouvent pas de travail. Mais je pense que, alors, du coup, on pourrait dire, le capitaliste pur, il dirait, du coup, l'entreprise perd de l'argent. Mais si on faisait un calcul d'impact, de l'impact social de cette décision, j'ai comme l'impression un peu que la balance se rééquilibrerait en faveur de l'entreprise en disant, bon, vous faites ça, mais globalement, dans le système, c'est positif, en fait. Parce qu'il a un emploi, parce que du coup, il tombe pas malade, il s'isole pas, il n'y a pas de problème de santé, mentale ou psychique, enfin, tu vois ce que je veux dire? Alors, je crois que la clé dans tout ça, c'est qui paye, qui paye les conséquences des actions, en fait. Et c'est ça vraiment. Donc, à mon avis, effectivement, il faut regarder les choses un peu plus larges parce qu'au final, même les entrepreneurs, les chefs d'entreprise payent des impôts. Et donc, au final, si les conditions d'emploi ne sont pas suffisamment bonnes et que cela entraîne justement des difficultés sur la santé des collaborateurs et collaboratrices, que ces personnes font des burn-out, que ça après que ça impacte leur famille et que peut-être c'est un engrenage où il y a des familles qui se retrouvent à l'aide sociale de manière simplifiée, et ben ça c'est aussi un coût pour la société en général et que même ces patrons-là auxquels ils doivent contribuer aussi. Donc voilà, qu'est-ce qui a un coût immédiat et qu'est-ce qui a un coût hypothétique à plus long terme? C'est toute la difficulté à prendre ça en compte. Oui, parce que si on poursuit les raisonnements encore plus loin, l'augmentation des charges sociales pour une société, pour une société, genre pour le public, c'est financé par qui? Les entreprises au travers de l'impôt et les particuliers au travers de l'impôt. Donc quelque part, l'entrepreneur va le payer, mais effectivement, il y a une déconnexion dans le temps, ce qui fait qu'il voit pas forcément la corrélation entre les deux. Alors que toi, quand tu vas faire l'analyse d'impact, la corrélation, tu peux la lui montrer. Et donc tu peux renforcer chez lui. Chiffré, voilà, exactement. Pardon, je t'ai coupé. Non, je t'en prie. Ouais. Mais du coup, en fait, c'est toujours cette question d'interdépendance. On peut vraiment voir les choses comme un cycle, comme un écosystème. Donc dans l'économie circulaire, on le voit bien en fait que tout ce qui entre doit ressortir à un moment donné et qu'il faut penser à cette sortie-là et la réutiliser et réduire ses impacts négatifs. Mais finalement, dans le domaine social et de la santé au travail, en fait, il y a aussi une forme de cycle et d'interdépendance. Ouais, complètement. Du coup, je trouve intéressant parce que l'analyse d'impact, en fait, c'est le meilleur allié d'un entrepreneur pour qu'il comprenne l'impact qu'il a vraiment, pas seulement en termes de finances, mais en termes d'écologie, en termes de responsabilité sociale. Parce qu'en fait, il fait peut-être déjà un certain nombre de choses qui sont tout à fait positives, mais il s'en rend compte, mais il peut pas vraiment le mesurer et le faire valoir, quoi, en fait. Si je dis ça correspond un petit peu à la valeur ajoutée de l'analyse d'impact. Ah oui, clairement, oui. C'est le fait de pouvoir non seulement expliciter, mais pouvoir démontrer ce qu'une entreprise a fait, a mis en œuvre, et comment elle se démarque de la concurrence éventuellement. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé que tu aimerais mentionner avant qu'on termine l'entretien? Oui, je pense qu'on n'a pas tout à fait encore. Est-ce qu'on a bien parlé de la participation dans le cadre de l'entreprise? Non, c'est vrai que quelque chose qui nous tenait à cœur à toi et à moi. Oui, t'as raison, c'est juste. Parce que là, on a parlé du cas de cette personne donc un petit peu dépassée par les événements et qui râle tout le temps. Mais finalement, peut-être que ce gars de 50 ans qui râle, c'est parce qu'il a un peu perdu le sens de ce qu'il fait et qu'il est pas impliqué dans les décisions et qu'elles sont imposées du haut vers le bas. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui a un effet effectivement sur la motivation au travail et sur la santé des travailleurs et des travailleuses. Donc, tout comme la participation est importante au moment de faire une évaluation, il me semble que c'est important aussi d'impliquer du coup les collaborateurs et collaboratrices dans les décisions, de leur donner suffisamment d'autonomie aussi dans leur travail, puisque ça participe à leur motivation et donc à leur bien-être.
Je suis sûre que tu as des choses à ajouter là. C'est plus ton domaine. Tu sais, non, c'est marrant parce que j'allais te dire, je suis pas croyant, mais je te dirais amen parce que c'est vraiment quelque chose qui devient très très fort. Ce qui est encore pour moi, quand j'ai découvert ça, ça veut dire que c'est connu depuis à peu près les années 60, 70. Et ça fait 50 ans que on a encore des entreprises qui sont pas, je veux pas dire participatives parce que j'ai l'impression qu'il faut faire du modèle plat, il faut faire de l'holacratie. C'est pas ça le but. T'as raison, c'est donner de l'autonomie de décision aux gens. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils décident de tout. Mais c'est leur dire tiens, on va changer ça. Ok, qu'est-ce que vous en pensez? Rien que la consultation, mon Dieu, ce serait déjà bien, quoi. Ce serait déjà bien de consulter les gens. Après, oui, on peut les faire participer, c'est bien. Donc oui, ça c'est vraiment un mouvement qui, chez les consultants en gestion du changement en particulier, est devenu très très important pour nous. Mais on a beaucoup de résistants dans les entreprises parce que l'historique des entreprises et de certains entrepreneurs est que quand on demande aux gens, il y a beaucoup de négatifs qui ressort. Il y a beaucoup de passivité et puis d'apathie qui ressort et que du coup c'est une perte de temps et d'argent. Moi j'ai essayé de me battre dans certaines entreprises pour faire participer, puis les gens me disent non mais de toute façon ça sert à rien, les gens vont rien dire. On l'a fait il y a 5 ans et puis ça a rien donné. Alors j'ai envie de leur dire qu'ils aient choisi le mauvais consultant, mais tu vois quelque part je peux pas leur en vouloir. C'est vrai qu'il peut y avoir un historique qui est, je sais pas, tu vois, tes parents, les miens voyaient le travail peut-être pas de la même manière que nous. Et que la génération qui vient, pas comme vraiment une occasion de s'impliquer, d'une occasion de vivre le travail, mais juste d'un truc qu'il faut que j'aille faire, quoi. Et je pense que ces gens-là, je sais pas ce que t'en penses, ces gens-là, est-ce qu'ils ont vraiment l'envie? Moi, oui, je suis convaincu que si on leur demande, ils disent des choses. Alors, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des postures assez différentes et qu'il y a des gens qui cherchent effectivement du sens dans leur travail, qui cherchent à se réaliser au travers de leur travail, et pour d'autres, eh ben non, leur histoire personnelle fait qu'ils ont choisi telle étude qui les a menés à tel emploi et qui finalement c'est pour vivre et c'est pour payer les factures en fait qu'ils font cet emploi-là et qu'ils en attendent pas plus. Donc peut-être que ces personnes-là s'impliqueront moins, mais il y a toujours des gens qui sont motivés à s'impliquer, à donner leur voix et après, je pense que c'est toujours la manière de faire ces groupes. Donc ces discussions de groupe. C'est sûr que si la chef est présente et qu'elle a tendance à je sais pas, à être un peu cassée, ou le chef. Il faut mettre en place les conditions pour que la parole puisse en fait être ouverte et que ça puisse apporter quelque chose. Ouais. Et ça, c'est sans compter la dynamique du groupe. Ça veut dire qu'à partir du moment où les gens vont voir que ça commence à fonctionner, même les réticents, on pensait à notre collègue de 55 ans, là, notre râleur, même lui va peut-être s'y mettre parce que, même lui va peut-être s'y mettre parce qu'il dit, c'est un bon moment, c'est quelque chose où je vais pouvoir m'exprimer, je vais pouvoir être constructif aussi peut-être. Donc c'est vrai que l'encadrement, le framing, on dirait en anglais, le point de vue ou la raison pour laquelle on fait ça et comment est-ce qu'on explique la raison d'être de ce qu'on fait aux gens va aussi les inciter à participer plutôt que rester les bras croisés dans un coin à ne rien dire. Donc c'est tout à fait vital effectivement. Ouais. Super. Très bien. Merci beaucoup Claudine pour ta participation. Merci à toi pour l'invitation, c'était passionnant de partager avec toi. Merci beaucoup. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt. Ciao!